Venez voir, frère Andreas. Il semble que ce monsieur a eu un malaise. Je vais chercher un docteur. Je crains qu'un docteur ne soit d'aucune utilité. Mais frère Andreas... Pas de papier d'identité sur la victime, mais à côté d'elle, on a retrouvé un gant taille 10,5, alors que lui faisait du 8 1/4. Un gant. Marqué de l'initiale K, comme Custer. Ah. Et tu sais, Gert, il arrive aux gens d'oublier toutes sortes de choses sur le banc des églises. De toute façon, fais publier son signalement pour que nous sachions au moins à qui on a affaire. J'ai appris qu'à l'hôtel Condor, un client américain avait disparu. Et d'après la description, il pourrait s'agir du mort. Oui, oui, monsieur Riddle. Un client très sympathique, agréable, un homme gai. Ah oui? Du moins, c'est l'impression qu'il me donnait lorsque je le rencontrais. Il aimait venir au bar. Accompagné ou seul? Toujours seul, il me semble. Il engageait facilement la conversation avec les autres clients. Il parlait notre langue sans aucun accent. C'était remarquable. Quand a-t-il quitté l'hôtel la dernière fois? Après le petit déjeuner, vers 11h30. Et il avait une voiture? Non, non, il a pris un taxi. Ah oui, c'est moi qui ai emmené ce monsieur. Je l'ai pris ici à l'hôtel. Vous vous souvenez où il allait? Oui, il voulait aller voir les bénédictins. Il m'a posé des centaines de questions tout le long du chemin. J'ai cru comprendre qu'il avait grandi dans cette ville. Mais le pauvre était dans tous ses états parce qu'il trouvait qu'ici, tout avait changé de façon déprimante. Et quand on est passé devant le petit château, vous savez, le palais Carlotta, et là, il a eu l'air de bien le connaître. Il m'a demandé si la salle de jeu du château existait toujours. J'ai même pas pu lui répondre, j'étais pas au courant qu'il y en avait une dans ce palais. Je lui ai dit ce que je savais. Le château appartient à un particulier depuis une bonne quinzaine d'années. Un avocat qui s'appelle Kolmbuller. Alors il m'a dit qu'il l'avait bien connu dans le temps. Il a voulu que je fasse demi-tour. Et ensuite, il est entré? Oui, oui. Vous savez autre chose? C'était un architecte réputé, il était venu en Allemagne pour raison professionnelle, il devait être responsable des travaux de la bibliothèque des bénédictins. Alors qu'il soit allé voir monsieur Kolmbuller, bah c'est normal, non? Kolmbuller? Mais n'est-ce pas un de ces escrocs à col blanc? Entre autres, oui. Enfin, c'en était un à son époque, il y a longtemps. Il doit avoir plus de 70 ans maintenant. Monsieur Custer. Monsieur Custer. Cher Monsieur Custer. Mais ça fait combien de temps que nous ne nous sommes pas vus? Oh, ça doit faire, attendez, ça doit faire 15 ans. Non, c'est pas vrai. Si longtemps déjà? Oui, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à la mort de votre frère. En 1965. Ça fait même 19 ans, vous voyez. Mon Dieu, comme le temps passe. C'est vrai qu'il y a déjà 19 ans qu'Otto nous a quittés. Depuis un certain temps, j'avais cessé d'y penser. Je vous en prie. Allons au salon. Mais c'est somptueux ici, hein? Oui. Je dois dire que c'était une occasion. Une personne qui a fait faillite. J'avoue que je n'ai pas eu la force de résister. Quand on est issu d'un certain milieu, comme Otto et moi, très pauvre, misérable même, je ne vous apprends rien. Hein. Tenez, monsieur Custer, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous prendrez bien un petit cognac?
Non, non, pas à cette heure-ci, je vous remercie. Ah, il faut que vous fassiez une exception. Ce cognac le mérite. Je vous remercie. Vous aimiez beaucoup mon frère, n'est-ce pas? Oui. Un homme compte ses amis sur les doigts de la main, et c'est encore plus vrai pour les amis d'enfance. Il a décidé d'entrer dans la police quand il était jeune, pour la simple et unique raison que vous y étiez. Vous le saviez? Oui, je le savais. Voulez-vous que je vous laisse deviner l'année? Non, vous n'y arriverez pas. Ce cognac est de 1849, monsieur Custer. J'ai fait l'acquisition de 3 bouteilles lors d'une vente aux enchères. Elles m'ont coûté une petite fortune, d'ailleurs. Maintenant, elles en vaudraient même une grosse. N'est-ce pas? Oh, il est bon. Il est très, très velouté, doux. Voudriez-vous me dire ce qui vous amène chez moi? Ah, je vais vous le dire en toute franchise. Est-ce que vous allez participer aux travaux de reconstruction de la bibliothèque des Bénédictins? C'est à cause de Ruddle? J'ai appris par le journal qu'apparemment il se serait suicidé. Est-ce que vous le connaissiez? Pour ainsi dire, dans une autre vie. Je ne vous avais pas vu depuis longtemps, mais il y a encore plus longtemps que je ne l'avais pas revu, lui. 22 ans, pour être exact. Je vous le dis sans la moindre hésitation. Il se trouve que nous en avons parlé hier, lui et moi. C'est lui qui est venu vous voir? Absolument, le matin du jour où il est mort. Alors vous êtes, pour ainsi dire, la première et dernière personne dans cette ville à lui avoir parlé? Il semblerait, oui. Comment l'aviez-vous rencontré? C'est moi qui ai eu la charge de régler son divorce ici, mais il était déjà retourné aux États-Unis. Vous pensez que l'héritage reviendra à son ex-femme? Non, monsieur Custer, c'est improbable. Avez-vous l'adresse de cette dame? Cimetière des Bénédictins, rangée 3. Excusez-moi, le numéro de la tombe m'échappe. Oui, le cimetière des Bénédictins, justement. Il y a longtemps que Madame Ruddle est morte? Madame Utterer. Elle avait repris son nom de jeune fille après le jugement. 18 ans. Oui, il y a presque 18 ans. Je peux vous le dire précisément car je m'occupe de l'entretien de sa tombe. Elle est morte pauvre. Oh, c'est vrai qu'elle avait reçu de substantiels dommages et intérêts au moment de son divorce. Seulement, certaines personnes voient filer l'argent plus vite que d'autres. Oui, m'excusez de cette question indiscrète, mais pourquoi est-ce vous qui avez la tombe de Madame Utterer à votre charge? Par sentimentalité. Ne prenez pas cet air sceptique, mon vieux criminologiste. La sentimentalité est une faiblesse, mais qui réussit à s'y soustraire. Les êtres sont ainsi. Vous vous souvenez, rue Schiller, mon ancien cabinet, le premier? Oui, un peu. Oh, il est facile à décrire. C'était sombre, humide, misérable, sinistre, un vrai trou. Ruddle s'est montré très généreux quant à mes honoraires, et j'ai eu la chance de me servir de cet argent pour d'adroites spéculations. Si vous voulez que je me résume, je dirais que le procès de divorce de Ruddle, donc la fin de son mariage, a été le point de départ de ma carrière. Vous écoutez trop votre imagination. Ruddle n'a pas été tué. Ce n'est pas un meurtre. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est la vie que je pourrais avoir? Je sais que votre domaine d'activité, c'est le meurtre, pas le suicide. Et vous croyez que c'est pour raison professionnelle que je suis ici? Je ne pense pas que vous auriez attendu 19 ans pour me rendre une visite à titre privé. Vous n'avez jamais pu me supporter. D'une certaine manière, vous m'avez même haï autrefois. Je ne vous en ferai pas le reproche. Rares sont les gens qui m'apprécient. Ceux qui ne m'aiment pas ont probablement raison. Ruddle est venu me confier son testament. C'était la cause de sa visite. À vous, son testament? Quelques petites choses insignifiantes pour sa gouvernante, entre autres. Mais le reste de sa fortune va à l'UNICEF. Ce document se trouve au tribunal de première instance. Je l'y ai déposé moi-même. Alors, cui bono, qui aurait eu intérêt à le tuer? Peut-être l'agent secret de l'UNICEF. Excusez-moi, je plaisantais, bien sûr. Uniquement parce que je sais que c'est un suicide, j'en suis absolument certain. Mais lui était-il arrivé d'y faire allusion? Oh, tous les mots, quand on y repense, peuvent résonner d'une façon différente. Et comme par exemple... L'homme va dans sa vie tel un cheval attaché par une corde à un piquet. Il perd son temps, il passe sa vie à tourner en rond. Oh, tous les gens disent ça, c'est façon d'une banalité. Oui, et se donner la mort aussi, c'est peut-être une banalité.
Pourquoi me questionnez-vous? Rien de plus logique puisque vous étiez en sa compagnie le matin du jour où il est mort. Pas seulement le matin. Nous avons déjeuné ensemble à l'Artichaut. Sans me vanter, je suis assez connu en ville. Pourquoi laisserais-je à un tiers le soin de vous le dire? Vous n'aimez guère que l'on prévienne vos questions, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur Custer, je connais votre opinion sur moi. Je crois qu'il est assez juste de dire que l'histoire d'une pareille ascension dans l'échelle sociale n'est pas tout à fait un conte de Noël pour les petits-enfants. Est-ce que monsieur Redel avait un autre rendez-vous dans l'après-midi? Avec un des premiers architectes de la municipalité. Connaissez-vous le nom de ce monsieur? Il est chargé des monuments historiques. Et il voulait visiter avec monsieur Redel l'église des Bénédictins. Je ne voudrais en aucun cas m'ingérer dans votre travail. Mais pourquoi, à votre avis, aurais-je eu l'idée de supprimer un individu qui m'est complètement étranger? Un homme dont la disparition ne m'apporte absolument rien. Vous êtes en train de perdre votre temps, monsieur Custer. Je ne parlerai pas du mien. Le temps d'un vieillard n'a plus aucune valeur. Vous voudrez bien m'excuser de vous avoir importuné, alors? Non, pas du tout. Je suis seul la plupart du temps. Et n'importe quelle distraction m'est agréable. Alors, à la prochaine fois, monsieur Custer, voudriez-vous que nous déjeunions ensemble à l'Artichaut? Disons demain, par exemple, à 13 h. Oui, d'accord. Est-ce que vous aviez un manteau? Ben non. Je collectionne les gants. Les gants rares. Combien de chevaux? 210. C'est un bel engin. Et elle est de quelle année? 1951. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, je suis sûr qu'il y a autre chose à découvrir. Parce que personne ne ferait le voyage de Chicago ici dans le seul but d'avaler un peu d'acide prussique. Moi, je trouve tout à fait compréhensible qu'on ait envie de revoir l'endroit où on a passé toute son enfance. Oh, tu devrais te lancer dans l'écriture de romans populaires. Il porte des guêtres. Pour aller travailler, puis même chez lui, il porte des guêtres. Tiens, devinez un peu à qui M. Combuller l'a repris il y a à peu près 20 ans. Je sais pas, peut-être un monsieur Redel. Exactement. À quelle heure êtes-vous arrivé, mon père? Oh, il devait être 7 h moins le quart, puisque c'est à 7 h 30 que les vêpres commencent. Était déjà dans l'église? Je l'ai remarqué parce qu'il se promenait. Lorsque j'ai commencé à jouer, il s'est assis. Il s'est assis à la place où on l'a trouvé par la suite. Oui. Hein? Vous disiez qu'il se promenait, mais il était seul? Oui, je crois bien. Je n'ai pas fait attention. Voudriez-vous, je vous prie, y réfléchir un instant, mon père? C'est très important pour nous. Je me suis concentré uniquement sur la musique, je suis désolé. Non, vraiment, je n'ai vu personne d'autre. C'est-à-dire... Oui? Avant, un peu plus tôt dans l'après-midi, j'avais du temps libre avant les vêpres. Je suis allé me promener au cimetière. Oui? Cela m'arrive souvent car il y fait toujours frais. Oui, oui, oui. Et j'ai vu l'architecte Redel qui était arrêté devant une tombe, cette fois en compagnie d'un autre homme. Quand? Oh mon Dieu, je crois que 4 heures avaient déjà sonné. Vous pourriez me décrire l'homme qui l'accompagnait? Il était assez âgé, grand. Oui, maintenant je m'en souviens. Un détail m'a frappé, surtout chez un homme comme lui. J'ai vu qu'il portait des guêtres claires comme on en met en été. Des guêtres? Tiens, viens donc. Alors, le gardien du parking, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il connaît la voiture de Combuller. Celui-ci vient faire un tour de temps en temps. Il aurait la tombe d'un de ses amis dans ce cimetière. Ouais, je suis au courant. Et combien de temps il a passé au cimetière, ce lundi en question? De 3h30, 4h moins le quart, jusqu'à 5h environ. Pas plus tard que 5 heures? Le gardien l'affirme, il est sûr que lorsqu'il est reparti, il était seul. Ce Redel est mort plus tard, n'est-ce pas? On connaît presque l'heure exacte même. Car l'organiste l'a vu se promener à 7h moins le quart et la femme de ménage m'a dit l'avoir vu encore en vie quelques minutes avant 7 heures. Vous voyez vraiment que Combuller est revenu à pied? Oh, c'est rien. En tout cas, je serais très curieux de savoir comment on s'y prend, même si on est très habile, pour glisser un chocolat empoisonné dans la bouche d'un homme assis sur un banc dans une église. Gert,
Tu vas passer au service d'urbanisme de la mairie et tu vas me trouver l'un des architectes qui m'intéresse. Je vais te donner toutes les informations en chemin. Ça devrait être un jeu d'enfant, ça. D'accord, mais je meurs de faim. Je voudrais bien les manger avant. Eh ben, t'as qu'à aller manger un morceau une fois que tu m'auras déposé. Merci, monsieur. Où est-ce que je vous dépose? Merci. Devant l'artichaut. L'artichaut? Mais vous avez la folie des grandeurs. Non, je suis invité. Oh, vénard. Est-ce que M. Redel a fait appeler un taxi quand il a voulu partir? Il n'a pas eu à le faire, Monsieur Custer. Je l'ai emmené moi-même chez les bénédictins. Nous avons pris ma voiture. Ah, vous l'avez déposé devant l'église? Je suis même entré avec lui. Et il était toujours vivant quand vous vous êtes séparés? Il en avait l'air. Si vous désirez savoir quelle heure il était, je peux vous le dire, car par réflexe, j'ai regardé ma montre avant de monter en voiture. Exactement 17h03. Il a vécu encore 2 heures environ après mon départ. Mais pourquoi vous m'avez invité? Pour passer 1 heure ou 2 à me mener en bateau, comme Vous ça? me croyez capable d'une chose pareille? Sol royal. Merci. Remarquable, n'est-ce pas? Oui, c'est délicieux. On m'a dit que le chef prenait la recette du restaurant Drouan de Paris. D'accord. Je cède. Je vois que vous ne me laisserez pas tranquille avec vos questions. Vous imaginez que vous alliez vous payer ma tête sans que je dise rien? Vous avez toujours été quelqu'un de moqueur, même lorsque vous étiez jeune. Vous avez un tempérament de joueur. Mais admettez que c'est passionnant de risquer tout sur une seule carte. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si j'ai élu domicile dans un ancien casino. Inutile de vous donner tant de peine. Vous finirez battu de toutes les façons. Buvons à la victoire. Enfin, la vôtre, en tout cas. Pourquoi êtes-vous exaspéré? Ah, je suis pas exaspéré. Mais bien sûr que si, vous l'êtes. Vous êtes terriblement irrité. Et ce qui vous rend tellement furieux, monsieur le commissaire, c'est qu'il est totalement impossible de me convaincre de meurtre sur la personne de Rodel. Vous croyez? Entrez. Bonjour. Hyman, brigade criminelle. Je vous ai appelé il y a un instant. Vous n'avez pas de chance, l'architecte est resté chez lui, il est malade. Oh, quelle histoire. Dieu m'est témoin que ce ne fut pas une mince affaire de convaincre sa femme. Je n'ai ménagé ni ma patience ni mon temps. Je lui ai fait accepter le divorce. Elle aimait trop son mari? Je pense plutôt qu'elle le détestait trop. L'amour, la haine, peut-être que c'est pareil. Mais en tous les cas, pour le harceler, elle était animée d'une passion véritable. Quoi qu'il en soit, elle n'avait rien à se reprocher. Ah non, rien, même pas ce qui s'appelait encore en ce temps-là une aventure galante. Une fidélité exemplaire. Et lui? Lui? Il trompait sa femme à dessein. Mais malheureusement, son stratagème ne l'aida guère car elle refusait de porter plainte et elle fermait les yeux. Et avant qu'elle ne comprenne que leur incompatibilité d'humeur était irrémédiable, elle a poursuivi de sa passion dévastatrice ce pauvre Rodel sans défense. Cette femme m'a fait littéralement jeter dehors par ses domestiques une bonne dizaine de fois. Rodel ne cessait d'augmenter les dommages et intérêts qu'il lui donnerait. Pour atteindre enfin le demi-million, ce qui est faramineux. Au bout du compte, pour tout vous avouer, j'ai emporté son consentement pour 400 000. Et la différence? Aurais-je pris l'argent qu'il me fallait, si ce n'est chez les gens qui en avaient? Hein? Répondez vous-même. D'un point de vue juridique, il s'agit là d'une pure escroquerie. Ainsi que d'un abus de confiance qui relève du paragraphe 270 du Code. De toute façon, pour l'un comme pour l'autre, c'est la prison. Et on a même vu des cas où le criminel était condamné à 10 ans de détention pour un pareil délit. C'est comme ça. J'aime bien jouer gros jeu. C'est vrai ce que vous disiez. Vous voulez vous débarrasser? Ah, merci.
Le temps change tellement vite chez nous. Oui, c'est vrai. Oh. Voilà. Oh. C'était un homme plein d'humour. Jusque dans la façon qu'il a eu de se tuer. Dans le journal, il était écrit que le poison était enrobé dans du chocolat. Est-ce exact? Et dans une bouchée. Monsieur, mousse au chocolat. Goûter cette mousse au chocolat, c'est une pure merveille. Mais juste avant, vous n'étiez pas entré dans l'église? Mais c'est exquis, hein. N'est-ce pas? Je sais que M. Combuller était avec lui presque jusqu'au moment de sa mort. Est-ce qu'il nie ce que vous affirmez? Non. Et quel serait le motif qui aurait incité l'avocat à supprimer Rödel? Il aurait plutôt eu toutes les raisons de lui témoigner de la reconnaissance. Ah, peut-être qu'il n'arrivait plus à le supporter. Je me demande s'il ne serait pas temps que vous preniez des vacances. Avec des conditions de travail pareilles, c'est en permanence qu'il faudra en prendre des vacances. C'est vous-même qui m'avez expliqué tout à l'heure que Kolmbuller n'avait absolument aucun avantage à tirer du décès de Rödel. Non, d'avantage matériel, j'ai souligné. De quel autre avantage s'agirait-il? Vous pensez peut-être que nous avons affaire à un crime sadique? Donnez-moi, ne serait-ce qu'une explication plausible, un motif valable, Custer. Vous voyez? Mais au contraire, si on prend comme hypothèse de suicide, nous avons une douzaine d'indices. Ah oui, mais moi j'en ai un 13e qui vous prouvera qu'il n'a pu se suicider en aucun cas. En aucun cas? Et il suffit de regarder la liste du greffe. Récapitulation des objets trouvés sur le mort ou à côté de lui, soit dans les poches de ses vêtements, soit sur le banc de l'église. Un porte-monnaie en maroquin de couleur rouge. Je vous remercie, je sais lire, Custer. Et qu'y a-t-il de si étonnant dans cette liste? Ah, ce qui est étonnant, ce n'est pas ce qui figure là, mais ce qui devrait y être logiquement s'il s'agissait réellement d'un suicide et qui n'y est pas. Nous avons des renseignements très utiles, comme la température qui était de 31,3. Et en fin d'après-midi, juste quand l'événement a eu lieu entre 18 et 19 heures, la température s'élevait à 28,4 degrés. Voici le rapport de la station météo. Expliquez-vous, je ne vois pas où vous voulez en venir. C'est pas du cyanure cristallisé, mais de l'acide prussique qui a provoqué la mort. Pour votre gouverne, l'acide prussique est un liquide transparent dont le point d'ébullition se situe à 28,5 degrés. Non, je dis une bêtise. C'est plutôt 25,7 degrés. C'est la température à partir de laquelle il s'évapore. Il devait donc forcément y avoir une ampoule enrobée de chocolat et faite d'un verre très fin qui puisse contenir l'acide. Seulement, une telle ampoule ou des restes, au moins, devaient apparaître dans la bouche ou l'estomac du mort et nous n'avons rien trouvé, rien du tout. Bon, d'accord, mais d'ordinaire, on place ce genre de chocolat dans une boîte. C'est plus pratique. Ah, bien sûr. Et votre remarque va dans le sens de ma démonstration. On n'a trouvé aucune boîte, ni même aucune trace de chocolat sur son mouchoir. Pas plus que dans ses poches de pantalon, de chemise ou de veste, et ceci malgré les efforts de tous nos spécialistes. J'en tire donc la conclusion que ce n'est pas le mort lui-même qui avait apporté cette funeste sucrerie, mais quelqu'un d'autre qui avait l'intention de la lui faire avaler. Soit de force, soit par ruse, je sais pas. Oui, c'est une théorie. Une bonne théorie. Mais il est hors de question de lancer une accusation aussi grave à l'encontre d'un citoyen connu et respecté avec pour seul argument votre supposition. De combien de temps est-ce que je peux disposer? Vous éprouvez une aversion certaine à l'égard de ce Kolmbuller. Vous êtes sûr que ce n'est pas là ce qui vous motive? Mais non, la seule raison qui me motive, c'est qu'il s'amuse à me narguer et qu'il agite ce meurtre sous mon nez, exactement comme quelqu'un agite une grosse saucisse sous le museau d'un chien. Voilà, c'est tout. Pardon. Oui. Klein? Comment? Alors vous pensez que... Voulez-vous encore un peu de café, monsieur Custer? Non, encore, non, merci. Très bien. Non, c'est très bien. Je vous remercie. Comme vous êtes sournois, mon cher Custer. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi ne m'avez-vous pas soufflé mot de l'autre rendez-vous qu'avait monsieur Rödel ce jour-là en début de soirée? Oh, bah, tout simplement parce que cela n'a pas été établi avec certitude. Et vous m'avez pas répondu. Si je m'occupe de monsieur Kolmbuller, combien de temps vous me laissez? Je vous laisse 48 heures. Parce que je vous estime malgré tout. Alors, j'ai examiné le carnet de rendez-vous de la secrétaire de M. Knapp et j'ai vu qu'il devait retrouver M. Rödel après son travail.
Ils devaient aller visiter l'église ensemble et nous sommes sûrs qu'il y est allé. Le gant oublié sur le banc lui appartient. Mais il était très intéressé par la bibliothèque, lui aussi. Il a fait publier cette lettre il y a environ 2 mois à la page du courrier des lecteurs pour se plaindre de ce que l'on confie des travaux touchant à notre patrimoine à un Américain inconnu dans notre pays. Mais je trouve que c'est pas très délicat de sa part. Il aurait dû savoir que M. Reudel était munichois d'origine, voyons. Je peux savoir où vous allez? Ben, j'ai pas le temps de voir M. Knapp. C'est toi qui vas y aller, l'interroger. Implique-toi, hein. Ne néglige rien. Monsieur Custer demande à être reçu. Ah oui, très bien, faites entrer. Bonjour, Monsieur Colmbuller. Monsieur Custer, on vous a accordé 48 heures supplémentaires, ce qui veut dire qu'il ne vous en reste plus que 38, si mes calculs sont justes. Ensuite, Monsieur Klein décidera que l'enquête est terminée. Terminée provisoirement. D'après l'article 153 du Code de procédure pénale, le cas reste non élucidé. Vous espérez m'effrayer? Ce dossier disparaîtra dans la poussière des archives. Monsieur Custer, j'ai 72 ans. Maintenant, il n'y a plus grand-chose qui me fasse peur. Pourtant, vous vous êtes empressé de faire jouer vos relations afin de savoir ce qu'avaient décidé mes supérieurs. Ça vous intéresse donc tant de savoir où en est notre enquête? C'est uniquement cette affaire qui m'intéresse. Dans la mesure où elle vous intéresse, vous. Enfant, vous faisiez déjà preuve d'une terrible obstination. Ah, ça c'est vrai, je suis très tenace quelquefois. Et curieux aussi. Parfois jusqu'à en être infâme. Voilà ce qui vous a poussé à choisir votre profession. Oui, ça devait être l'une de mes raisons. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous servir du vin d'une bouteille déjà ouverte, mais un bon vin rouge ne développe pas son bouquet tout de suite. Il faut déboucher la bouteille et attendre un certain temps. Vous aviez une liaison avec Madame Reudel? Quel manque de délicatesse. Alors, ben oui ou non? Pas avec Madame Reudel. Avec Madame Hauterer. Ah, oui, seulement après le divorce, alors. Ah, les êtres humains sont quelquefois bizarres. Elle avait mené une vie irréprochable. Pour rien au monde, elle n'aurait prêté le flanc à la critique par une conduite déshonorante. Sa supériorité morale était comme une arme soigneusement entretenue. En somme, torturer ce pauvre Reudel avec subtilité semblait suffire à son bonheur. Mais comment le torturait-elle? Elle se servait d'elle-même, si l'on peut dire, de sa vie vertueuse. Il y a en général dans ce que l'on appelle la vertu bien plus d'égoïsme, de cruauté et de barbarie que dans le vice. Voilà une philosophie qui vous est bien utile pour sauvegarder votre morale. Probablement. Malgré tout, je vous parle avec franchise. Je vis Sophie changer à l'époque de son divorce, aller d'un extrême à l'autre et s'émanciper d'une façon extravagante. Il se peut qu'il y ait toujours eu en elle une nymphomane qui sommeillait. Je ne sais pas ce qui l'a poussée à réagir ainsi. C'était un mélange très curieux d'amour-propre et d'arrogance. Enfin, elle a tout de même été sur le point de se vendre pour une énorme fortune. Vous voyez quel genre de femme c'était. Elle faisait peut-être partie de ces gens pour lesquels la seule façon de supporter leur ignominie, c'est de réussir à la pousser jusqu'à son paroxysme. Votre conversation est tout à fait intéressante. Mais c'était également la vie de Reudel. Alors vous lui avez réellement raconté toute cette histoire? Je lui ai donné tous les détails et j'en ai ressenti un certain plaisir. En fin de compte, nous avons passé 6 heures ou presque ensemble. Avec vous, c'est différent. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de tout vous raconter à vous aussi. Et pourquoi pas? C'est la peur qui vous arrête? La peur de qui? De vous, peut-être? Je vous en prie. Et qu'est-ce qui vous dit que j'ai effectivement rencontré Reudel? Vous n'avez pas bougé en apprenant la mort de Reudel. Pourquoi? Parce que je suis certainement la dernière personne qui lui ait parlé. Je ne vois pas ce que vous craignez. Si vous êtes innocent, vous ne risquez rien. Est-ce que vous étiez jaloux du contrat de Reudel? Tout le monde connaissait ma position.
Vous voyez bien. C'est vous qui allez avoir le contrat maintenant? Et que ce soit bien clair, je ne veux en aucun cas qu'on me mêle à la mort de cet homme. Et par ailleurs, je refuse de prendre parti. Nous avons discuté ensemble pendant 1 heure, Rödel et moi. De quand à quand? Eh bien, je l'ai retrouvé à 5h15 et nous nous sommes quittés aux alentours de 6h30. Rödel était terriblement calé. Je ne lui ai pas appris grand-chose. Vous l'avez donc quitté à peu près à 18h30? Oui. Rödel n'est pas mort avant 19h. Je présume que vous pouvez prouver que vous étiez parti à 18h30. Non. Personne ne vous a vu? Et comment voulez-vous que je sache si quelqu'un m'a vu? Je n'ai pas fait attention. Après, vous êtes allé où? Ici. Vous êtes arrivé quand? Vers 7h. Oui, je n'ai même pas pu arriver ici avant 7h. Il faut facilement 30 à 45 minutes pour revenir de l'église des Bénédictins. Eh oui, quel dommage, monsieur Knapp. Quoi? Que vous mentiez. Vous n'étiez pas ici à 19h, ni d'ailleurs vers 20h. Vous êtes rentré à 21h30, pas avant. Nous le savons d'après les déclarations concordantes de votre femme et de votre fille. Pour vous résumer les événements, je lui ai extorqué presque la moitié de ses dommages et intérêts. 250 000. Oui, peut-être plus ou peut-être moins. Simplement en couchant avec elle. J'étais un homme à cette époque-là. Se peut qu'elle ait voulu se débarrasser de son argent à lui parce qu'il l'a dégoûté, c'est une explication possible. Elle buvait énormément. Quand quelqu'un cherche à se détruire, il n'est pas difficile de profiter de la situation. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, Rödel, quand vous lui avez expliqué? Il a trouvé cela amusant. Et puis une fois seul, il s'est encore bien plus amusé en s'empoisonnant. C'est ce que vous avez déjà essayé de me faire croire. Vous savez, il y a parfois des gens qui se suicident devant une salle de bal ou à l'entrée d'un bordel. Et si vous n'aviez rien raconté à Rödel? Si vous étiez encore en train de jouer? Il n'a pas voulu me croire tout de suite, lui non plus. Il était justement assis dans ce fauteuil, à la place que vous occupez aujourd'hui, et il souriait. Mais au lieu d'une bouteille de vin rouge, nous avions devant nous la fameuse bouteille de cognac de 49. Vous voulez que je vous dise? Je crois que vous êtes en train de vous raconter une histoire que vous avez inventée et qui est du plus grand intérêt. Interprétez-la comme vous voulez. Je dois vous dire quand même qu'un détail m'avait, à l'époque, vraiment étonné. Quand je lui ai fait, disons, une déclaration, contrairement à ce que je pensais, elle n'a presque pas joué les saintes nitouches. Presque pas. C'est cela qui m'a encore plus stupéfié, à vrai dire. Car enfin, je l'avais vue à vos côtés durant des années. Je l'avais admirée de loin, je l'avais même désirée. Le rêve se réalisait peut-être un peu trop tard, mais quoi qu'il en soit, cela ne m'a apporté que peu de satisfaction, finalement. Je vous le jure, hein. Et cette expérience m'a, en quelque sorte, troublé. Je vous le dis en toute honnêteté. Pouvez-vous comprendre? Vous êtes un homme passablement répugnant, Kalmbüller. Oui. Sans aucun doute. Et c'est justement cette particularité qui me lie au reste de l'humanité. Vous croyez qu'il y en a beaucoup qui s'en tireraient mieux que moi en pareil cas? Et surtout en faisant preuve, comme moi, d'une sincérité sans réserve? J'espère de tout mon cœur. Et vous êtes l'un de ceux-là. Oui, c'est une histoire un peu sordide, je vous l'accorde volontiers. Mais peut-on changer le passé et revenir en arrière? Le mieux, c'est d'oublier. Ces souvenirs étaient enfouis dans ma mémoire. Et il a fallu que Rödel franchisse cette porte et la ravive. Il n'aurait jamais dû venir ici. C'est vrai? Il n'aurait jamais dû venir. Si vous avez épargné, vous l'auriez certainement épargné à votre tour, n'est-ce pas? Ah, alors vous pensez que c'est pour cette raison que j'ai empoisonné ce malheureux? Ah. Je vois que vous me prêtez une sensibilité nettement au-dessus de la moyenne. Oh, bah, que ce soit pour cette raison ou pour je ne sais quelle autre, vous l'avez empoisonné. Ah oui? Vous seriez en mesure de me le prouver?
Il faut que des preuves viennent appuyer la thèse que vous défendez. Des preuves sérieuses. Je vous en prie. Allez-y. Vous n'avez même pas trouvé de mobile valable à m'imputer, cher commissaire, en dépit de votre obstination. Alors comment voulez-vous m'inculper de meurtre? Vous finirez bien par avouer. Ah, et vous y comptez sérieusement? À supposer que j'avoue, cela ne vous serait d'aucune utilité. Réfléchissez une seconde. Je peux vous faire des aveux en confidence, mais vous seriez incapable de fournir à un jury une seule preuve qui attesterait que c'est moi qui suis responsable de ce crime. C'est pratiquement sans valeur. Pourquoi refusez-vous de dire où vous étiez entre 6h30 et 8h30 ce soir-là? Je suis un homme sans reproche, honorable, d'une très ancienne famille, fonctionnaire. Je suis marié depuis 20 ans et père d'un enfant, mon Dieu. Vous voulez me faire part d'un écart de conduite? Nous ne pouvons pas nous voir souvent, nous nous retrouvons après mon travail et seulement 1 heure ou 2. Enfin, sauf quand je m'en vais en voyage et que je peux l'emmener. Croyez-moi, j'aime ma femme, monsieur Heyman. Naturellement. Ils disent tous ça. Si au moins je pouvais compter sur une certaine compréhension. Mais Amélie, ma femme, elle ne voudrait rien entendre. Je la connais et tout serait fini entre nous. Je ne pourrais le supporter. Je dois seulement vérifier si vous avez un alibi pour l'heure présumée de la mort de Rödel. Je vous promets que nous serons aussi discrets que possible en ce qui concerne le reste. Et jusqu'où peuvent-elles aller, vos possibilités? Elle habite Kurfürstenhof. Alors il vous tenait. Oui. Vous vous réjouissez trop tôt, monsieur Custer. Ayant entendu vos révélations, j'imagine qu'il n'a plus jugé nécessaire de vous ménager. Si jamais il m'avait tenu d'une façon indiscutable, il devrait forcément y avoir quelque chose de tangible. Une infraction quelconque pour laquelle il n'y aurait pas prescription et que vous pourriez assez facilement trouver. Or, il n'existe rien de tel, je vous le dis et je vous le répète. Dites-moi pourquoi il vous a apporté son testament, à vous. C'est sans importance. S'il avait décroché le contrat de la bibliothèque, il est vraisemblable qu'il serait venu s'installer définitivement dans ce pays. Dans l'avion, il a pensé aux changements qui risquaient d'intervenir dans sa vie et il s'est rappelé que son ancien testament désignait comme bénéficiaire une femme qui depuis longtemps n'était plus de ce monde. C'est sa famille qui aurait hérité, mais il n'était guère en bons termes. Voilà pourquoi il a décidé d'un nouveau testament qu'il a rédigé sur le papier de la compagnie aérienne. Je vous ai prévenu que vous faisiez fausse route, Custer. Vous ne réussirez à trouver aucun motif convaincant. Mais on n'empoisonne pas un homme sans motif. Justement. Comme je n'en ai aucun, c'est peut-être la raison même de mon innocence. Un appel pour Monsieur Custer. Oui, je vous en prie. Merci. Custer. Ah oui, Elle confirme l'alibi pour l'heure du crime. Mais oui, exactement l'heure où c'est arrivé, mais... Oui, j'ai eu le sentiment qu'il avait eu le temps de la prévenir pendant que je me rendais chez elle. Je vais vous surprendre. Devinez un peu quel métier cette dame exerce. Elle est préparatrice en pharmacie. Ah bah c'est intéressant ça. Chez son patron? Ah bien entendu, en priorité. Oui, aujourd'hui. Bien sûr, si quelque chose lui a manqué ces derniers temps, il a dû s'en rendre compte. Qui contrôle ses stocks? Tout de suite, oui. Tu me téléphones pour me le dire. Oui, peut-être ici ou à la maison. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Il y a du nouveau à propos de l'architecte? Il a un alibi. De 6h30 à 7h seulement. Il semble que ce soit un petit peu douteux, d'ailleurs. J'en serais navré pour lui. D'autre part, vous vous entêtez à ne considérer que l'heure présumée du décès, vous avez peut-être tort. L'heure du décès de Rödel est connue à 5 minutes près. Reste à savoir si cette donnée peut servir de base à des déductions.
Mais vous vous répandez en insinuations, mystifications à longueur de temps, monsieur Kolmbuller. Vous qui êtes un grand spécialiste de la criminologie, vous devriez pouvoir les décoder. Est-ce que monsieur Rödel vous tenait? Oui, c'est exact. On peut dire qu'il me tenait pieds et poings liés, d'une certaine façon. De quelle façon? De quelle façon, monsieur Kolmbuller? Vous avez racheté sa voiture de sport, hein, monsieur Rödel? Oui. Et vous avez tout fait pour la casser. Vous l'avez cédé pour un prix dérisoire. Bravo. Vous chauffez. Vous chauffez. Vous brûlez. C'est ce que nous disions quand nous étions enfants. J'attends une réponse. Ah, monsieur Koester, vous devez le savoir. Il est terriblement compliqué de dire la vérité. Si je vis dans cette maison, c'est à cause de vous, Rödel. Vous le savez. Je le sais, oui. Vous m'avez escroqué. Vous me l'avez raconté à l'instant. Ça, c'est l'aspect matériel uniquement. Dois-je comprendre qu'il y en a un autre? Lorsque je vous voyais arriver dans le temps, rue Schiller, je me mettais à la fenêtre, caché derrière mes rideaux, et je vous attendais. Cette Jaguar, XK 140, toute blanche. Vous vous souvenez encore de ma voiture? Et comment l'oublier, très cher? Elle était hors du commun. Tout ce qui se rapportait à vous était hors du commun, d'ailleurs, comme par principe. Votre villa, vos costumes. Et vous-même. Merci. Vous me flattez beaucoup. Vous aviez une femme belle comme le jour, séduisante. Un compte en banque fourni à vous couper le souffle. Je crois que vous l'avez surestimé en raison de votre condition personnelle. Vous êtes un homme riche. Vous êtes marié par richesse. Et c'est aussi par richesse que vous avez divorcé. Inutile de vous emporter, ma situation a évolué. Maintenant, elle est plus modeste qu'à cette époque-là. Vous voulez me faire croire que vous êtes devenu pauvre? Non, je n'aurais pas l'aplomb d'aller jusque-là. Néanmoins, je préfère dessiner mes plans comme je les aime moi, plutôt que comme le voudraient mes clients. Et cette attitude n'est pas sans conséquence immédiate. Il faut assumer ses choix. Je vois ce que vous voulez dire. Quand cette surabondance d'argent vous a ennuyé, vous vous êtes mis à en jeter un tout petit peu. Pas beaucoup, juste ce que vous trouviez trop lourd à porter. Et vous avez joui de plaisirs plus subtils et créatifs en échange de ce que vous avez jeté. Vous vous réalisez. Vous avez tout compris. Je me réalise. Répondez-moi franchement, Rödel. Quand j'ai fait votre connaissance, il y a bien longtemps, vous étiez heureux? Aucun doute là-dessus. Même quand vous étiez encore marié? Non, du tout n'a pas été facile tout le temps, c'est évident. Mais au fond, j'étais heureux, oui. Je dois dire qu'après mon divorce d'avec Sophie, je l'ai été encore plus, même. Et aujourd'hui, après de 60 ans? Non, 62 ans. L'êtes-vous toujours? Heureux? Plus que jamais, Kolmbuller. Plus que jamais. Oui. C'est évidemment ce que je craignais. Pardon? C'est évidemment ce que vous craigniez? Vous recherchez un chocolat. Vous pourriez imaginer tout simplement que je m'en suis préparé un qui ne quitte jamais ma poche, où que j'aille. Ce n'est peut-être qu'un mensonge de plus. Et pourquoi vous mentirais-je? Pour vous moquer de moi, monsieur. L'architecte que la bibliothèque intéressait a une amie et il affirme être passé la voir justement vers 7 heures ce soir-là. Il se trouve qu'elle exerce la profession de préparatrice en pharmacie. Ah oui, et vous pensez qu'elle a accès à l'armoire où sont rangés les poisons? Elle ne le devrait pas, légalement, mais je suis sûr que c'est ce qui se passe en réalité. Vous m'avez expliqué que le produit était soigneusement dosé au 10e de milligramme près, ce qui implique que la disparition de je ne sais plus... Combien déjà avez-vous dit? 1 demi-gramme. Vous voyez, cette disparition ne pouvait qu'être remarquée. Est-ce que vous avez lu la fable du lièvre et de la tortue? Oui, le lièvre était persuadé de vaincre facilement la tortue, alors il lui a laissé prendre de l'avance et elle a remporté la course. Oui. À la fin, le lièvre a pourtant couru pour essayer de gagner. Ah, en vain. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne vois pas le rapport, veuillez m'en excuser.
mais qui peut se vanter de voir toujours le rapport. Je sais ce que nous allons faire. Je vous invite à déjeuner. Puis je vous emmènerai en voiture à l'église des Bénédictins. Voilà. C'est ainsi, la vie passe à une vitesse extraordinaire. Vous n'avez pas l'air bien du tout. Vous êtes fatigué? Vous vous sentez mal, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en sais rien. C'est peut-être la chaleur? Allons nous asseoir quelques instants, vous vous reposerez. Là-bas, dans le jardin. Oui, oui. C'est vrai que le temps file très vite. Mais on ne s'en rend même pas compte, voilà le pire. Est-ce que vous sombrez dans la mélancolie? J'étais bon danseur autrefois, qui le croirait aujourd'hui? Je me rappelle très bien que j'ai connu des moments où je me sentais plein de vivacité et d'ardeur, parfois même soulevé d'enthousiasme pour une belle femme, un clair de lune, les lumières qui éclairaient un boulevard. Jusqu'à la coupe étudiée de certains costumes, les vôtres d'ailleurs, vous qui affichez toujours une élégance si raffinée. Quand je vous ai vu, j'ai été très frappé. Je me rappelle dans le temps que je portais aussi ce genre de guêtres, mais elles étaient déjà passées de mode, même à l'époque. Vous moquez-vous de moi, cher Rodolphe? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ah, je suis surpris que vous vous trompiez si souvent, monsieur le commissaire. Vous faites encore fausse route, même quand vous vous basez sur l'idée certes défendable, mais néanmoins fausse, que Rodel n'a pu emporter ce chocolat avec lui à l'église, parce qu'on n'a trouvé aucune boîte dans ses poches ou sur le banc. Il pouvait s'en passer. Mais bien entendu. Et si le chocolat avait fondu? Ça n'avait aucune importance. Le chocolat, c'était une sorte de couverture. Il servait à cacher le poison qui devait être contenu dans une de ces capsules spéciales qui ne se dissolvent qu'une fois arrivé dans l'estomac. Cette opération peut prendre plusieurs heures, quelquefois. Ne croyez pas que je sache ce qui est arrivé. Je laisse mon imagination courir. Je cherche la clé. J'appréhende cette affaire en amateur et il se peut que je tombe juste, par hasard. Il doit être possible ensuite de vérifier si mon intuition est juste ou pas et si elle peut vous guider. Je sais que ces capsules sont faites à partir de substances cellulosiques, un mélange de cellulose, acétate, phtalate. On doit pouvoir retrouver ces composants soit dans l'estomac, soit dans l'intestin grêle. Vous ne seriez pas encore en train de vous payer ma tête? Vous avez cette impression? Enfin, vous êtes riche maintenant, n'est-ce pas? Vous avez réalisé votre rêve. Mon rêve? Mon rêve, c'était vous, Rodolphe. Oh. Oui. J'ai éprouvé un sentiment qui m'a marqué. Je ne l'ai jamais oublié. Je vous regardais. Et j'ai vu dans vos yeux un tel éclat de bonheur. L'indicible, le véritable, le rare, l'extraordinaire bonheur dans vos yeux. C'est très bizarre. Quelqu'un m'avait déjà fait cette remarque quand j'étais enfant. Il disait que j'avais quelque chose dans les yeux qui brillait. Oui, c'est toujours vous qui êtes arrivé premier, qui avez gagné toutes les courses, espèce de tortue. J'avais beau courir autant que je pouvais. Et Dieu sait que j'ai galopé à toutes jambes. Rien n'y a fait, j'ai toujours été vaincu, maudite tortue. J'y vois plus clair. Peu à peu, je commence à comprendre. Les mêmes guêtres. La jaguar blanche. Sans oublier Sophie. Des chimères. Rien que des chimères. Je n'ai rien vécu de tout cela. Vous êtes de la race de ceux qui, avec une bouteille de rouge et un pont, sont encore heureux. Campbell, vous êtes un escroc dénué de tout scrupule. Et en plus, vous êtes en train de vous rendre ridicule. Vous en devenez effrayant. Oui. Il y a seulement deux façons de manger un chocolat. On le laisse fondre dans sa bouche ou on le croque.
Et par conséquent, soit Redel aurait brisé la capsule, soit l'enveloppe du chocolat aurait fondu et il aurait senti quelque chose d'anormal dans sa bouche. C'est très bien raisonné, je vous félicite. Seulement, vous ne tenez pas suffisamment compte de la petitesse d'une telle capsule. On a peu de chance de tomber dessus en croquant le chocolat. Au cas où on le laisse fondre dans la bouche, on peut le confondre avec un morceau d'amande agrémentant le chocolat et on l'avale. Oui, capsule ou pas, il faisait chaud ce jour-là, cette bouchée aurait dû fondre, on aurait dû retrouver des traces. Apparemment, vous n'avez toujours pas compris que cette petite capsule se joue du large éventail d'instruments que vous, criminologistes, avez à votre disposition. Nous sommes bernés. Et comment, du début à la fin. En ce qui concerne la boîte qui vous intrigue, je ne sors jamais sans avoir cette bonbonnière dans ma poche. Jamais. Donc, je l'avais également ce jour-là. Mais la boîte, Monsieur Custer, n'est que secondaire. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous ne l'avez toujours pas deviné? Est-ce que vous faites allusion à l'heure exacte où Redel a avalé le poison? Oui, ainsi qu'à l'endroit. Il a pu l'avaler n'importe quand et n'importe où. C'est entre 3h et 7h qu'il l'a pris. Ou alors, si l'on veut reprendre votre théorie, c'est dans ce laps de temps qu'on le lui a fait absorber. C'est-à-dire que ça a pu avoir lieu 4 heures ou seulement 10 minutes avant sa mort. Alors, qu'est-ce qu'il aurait de plus, votre architecte, avec un alibi pour l'heure présumée de la mort? Et à quoi cela vous servirait-il, qu'il en ait un ou pas? Pauvre Monsieur Custer. Je vous dis que cette capsule minuscule vous tient en échec. Il aurait pu passer de vie à trépas où que ce soit, à la mairie, au service de l'urbanisme, aussi bien que dans le métro, ou dans les bras d'une jolie dame, dont le souteneur aurait été arrêté immédiatement, car vous n'auriez pas manqué de le soupçonner de vol et de meurtre sur la personne de Redel, n'est-ce pas? Votre imagination a conçu un plan d'une logique machiavélique. Et vous êtes en train de me faire marcher. C'est le sentiment que vous avez. Et je suppose que c'est votre assistant qui a des nouvelles. Custer, regarde. Ouais. Non. D'accord, t'as qu'à rentrer chez toi, merci. Le pharmacien a constaté qu'on n'avait touché à aucun poison dans son armoire. Oui. Cela innocente du même coup l'architecte qui a eu de la chance. C'est moi qui lui ai donné la bouchée empoisonnée. Sur la place de l'église. 26 minutes avant 4 heures pour être exact. J'ai levé les yeux vers l'horloge. Rien ne me retient de vous le dire, parce que de toute façon, personne ne voudra l'admettre. Ni vous non plus, qui aimeriez tellement croire que je suis coupable pourtant. Mais vous avez la plus grande peine à vous en persuader. N'ai-je pas raison, Monsieur Custer? Un sentiment m'a envahi tout à coup. Une vague surprenante et irrépressible de haine. Surprenante et incompréhensible. Moi-même, je n'ai pas compris. La violence de ce sentiment semble si extrême que vous ne pourrez en convaincre personne. Personne, Monsieur Custer. Acceptez votre défaite. Venez, mon hôte souhaite s'en aller. Je crois qu'il a passé une journée très amusante, mais nous avons tous les deux besoin de nous reposer. Mon cher Monsieur Custer, n'ai-je pas raison? L'enquête est suspendue, ordre du procureur. Eh, je sais. Vous partez, qu'est-ce qu'il y a? Je me fais porter malade.
Et de quoi souffrez-vous? Bon, les docteurs vont bien trouver quelque chose. À bientôt, Gert. Bon travail.